Et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VECA, en partenariat avec la CASDEN Banque Populaire, la banque coopérative de tout le personnel de la fonction publique. La CASDEN parraine 4 webconférences comme celle-ci en 2018. Celle-ci est en partenariat avec le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales et l'association des administrateurs territoriaux de France, dont nos intervenants font partie, même s'ils interviennent également en leurs fonctions respectives, selon l'expression. Le thème de cette webconférence est « Maire, président et DGS vers de nouvelles logiques managériales ». Pourquoi ce thème? Parce que depuis l'arrivée de nouveaux élus au dernier scrutin municipal, il est coutumier d'entendre tel ou tel DGS s'inquiéter de ces maires ou présidents de plus en plus présents sur leur territoire. La loi limitant le cumul des mandats, les dernières élections législatives et sénatoriales ont fait en effet monter en flèche le nombre de ces élus, entre guillemets, à temps plein. Alors, quel constat, quelles conséquences? Comment la direction générale et l'ensemble des cadres vont-ils se positionner face à des élus de plus en plus présents sur leur territoire? Sont-ils de fait de plus en plus gestionnaires? Certains élus issus du privé voulant gérer leur collectivité comme une entreprise se considèrent parfois comme les PDG de leur collectivité. Ne risquent-ils pas de court-circuiter leur DGS? Quelle répartition des tâches? Quelle posture pour les DGS et la direction générale entre devoir de loyauté, vision stratégique et vision politique? Et revient inévitablement la question du véritable pouvoir du DGS. À deux ans des prochaines municipales, si ces tendances s'accentuent, la question de la gouvernance de nos collectivités peut se poser de façon différente ou disons inédite. L'objectif de cette webconférence est d'en débattre avec 2 managers territoriaux. Mais bien entendu, nous ne sommes pas là pour caricaturer tel ou tel élu ou pousser le trait du profil de tel DGS ou DGA, mais pour décrypter des tendances fortes, leurs conséquences et surtout répondre à vos questions. Et nous accueillons donc 2 intervenants que je m'empresse de vous présenter dans l'ordre d'intervention. Mathieu Lériteau, vous êtes directeur général des services de Noisy-le-Grand. Vous avez débuté comme directeur financier au département de la Haute-Corse, puis du Lot-et-Garonne. Ensuite, directeur DGA chargé du pôle ressources à la ville d'Orléans. Vous avez accompagné la transformation à l'époque de la communauté de communes en communauté d'agglomération. Depuis 2002, vous avez occupé plusieurs postes de directeur général des services dans 3 communes différentes, dans 3 mandatures différentes, avec des élus différents qui exerçaient ou non des activités professionnelles, qui cumulaient ou non des mandats électifs. Donc, à ce titre, vous avez une expérience dont nous souhaitons profiter. Vous allez bientôt prendre la direction de l'agglo de Blois. Et vous êtes ici, vous représentez le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales. Sonia Asni, vous êtes directrice générale adjointe en charge des ressources et de la modernisation de l'action publique à la ville de Saint-Ouen. Vous êtes diplômée de l'IEP de Paris. Vous avez commencé votre carrière au sein de la fonction publique d'État, sur des postes d'administration centrale et de services déconcentrés. Puis vous avez rejoint la territoriale, fonction publique territoriale, un poste de direction générale au sein d'une commune. Au cours de votre évolution professionnelle, vous avez pu prendre un peu un certain recul sur les différentes modalités managériales et analyser celles-ci au regard du contexte particulier des collectivités. Vous avez également, dans votre expérience et votre pratique, affirmé ou pu dire qu'il est temps, il est nécessaire de redéfinir et de réaffirmer les rôles de chacun au sein de l'organisation. Et dans votre collectivité, vous avez participé à la mise en œuvre d'un projet d'administration en 2016-2017 au sein de la ville, qui a été l'occasion de poser justement clairement le sujet, de tenter d'y apporter des réponses. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Et vous représentez l'Association des administrateurs territoriaux de France. Et moi, je m'appelle Luc Périnel, je suis journaliste et coach. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront leur possible pour y répondre au moment le plus propice. Restez donc bien connectés. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Mais il est temps de vous passer la parole, en commençant par vous, Mathieu Lériteau, et peut-être savoir de qui et de quoi on parle, notamment de ces élus que vous connaissez bien et pratiquez quotidiennement, et dont vous nous proposez d'en définir le profil.
et effectivement essayer de définir ce profil en repartant des dernières grandes évolutions juridiques en la matière, hein, et cette volonté de rapprocher les élus de la population et de retrouver effectivement une nouvelle légitimité démocratique pour que les élus reflètent cette population et luttent contre la professionnalisation qui avait été longtemps une critique contre les élus, qui devenaient effectivement des professionnels de la politique et non plus des élus au service de leur population et de leur territoire. Donc, première évolution législative forte en la matière, ça a été la réduction progressive, mais somme toute rapide, du cumul des mandats après en avoir parlé longtemps. C'est devenu effectif d'abord à partir de 2014 par le non-cumul la limitation à deux mandats locaux, puis depuis 2017 à l'interdiction totale de cumul entre un mandat national et un exécutif local. Et on annonce dans les mois prochains la fin du cumul des mandats dans le temps. Alors même si effectivement 3 mandats et à partir peut-être de la fin du mandat suivant, ça reporte les choses, mais en tout cas les choses sont désormais actées. Première évolution forte. Deuxième évolution a été effectivement la féminisation. Là par contre plus lente dans les faits et non aboutie aujourd'hui. Alors certes, on a vu progresser le nombre de femmes élues au sein des assemblées locales, mais on constate encore très fortement un plafond de verre sur les fonctions exécutives, puisqu'autant elles sont membres de l'Assemblée, elles peinent à devenir effectivement maires, puisqu'on constate qu'il y en a à peu près 10% aujourd'hui. Pourquoi cela ? Sans doute, en tout cas c'est l'analyse qu'on peut lire régulièrement, c'est que finalement pour devenir maire, il faut un passé dans le monde politique ou parapolitique, donc soit au sein des partis, soit au sein de cabinets d'instances politiques, qui sont un peu le tremplin vers les fonctions électives. Or, comme elles ont peu ce parcours, effectivement elles aboutissent peu à ces fonctions. Et puis deuxième point aussi sur ce profil, attention à une erreur trop souvent perçue comme quoi l'arrivée des femmes changeait radicalement la donne. Finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que les femmes élues ont souvent le même parcours que les hommes élus, avec une surreprésentation des salariés du secteur public, autant pour les hommes que pour les femmes. Donc effectivement, il n'y a pas force de rupture sociologique aussi importante qu'on pouvait le dire. Et donc effectivement, ces évolutions montrent qu'il y a toujours un décalage entre les lois qui sont produites et la modification des habitudes sociales et les évolutions sociales qui sont parfois plus lentes que la législation. Alors, des élus que vous qualifiez à la fois de plus puissants en termes de territoire, je dirais, et de compétences, mais en même temps, paradoxalement, plus en risque. Exactement. Aujourd'hui, les élus, les maires et encore plus les présidents d'agglomération et même les présidents de région sont beaucoup plus puissants avec les évolutions successives de la décentralisation et les dernières lois, donc l'ORECTAM et la dernière, la loi NOTRe, qui a encore accru les compétences données aux collectivités. On parle maintenant même d'un pouvoir réglementaire, donc on est vraiment dans une augmentation des compétences portées par les élus. Deuxième élément qui renforce encore ce point, c'est que les regroupements et de régions et d'intercommunalités font que ces nouveaux présidents ont parfois un rôle qui peut être effectivement énorme à l'échelle nationale et même internationale. Enfin, je cite quelques exemples. En termes de PIB, la région Île-de-France ou la région Rhône-Alpes, qui sont les deux régions, même maintenant Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont les deux régions les plus riches de France, représente effectivement dans les PIB mondial dans le top 50 des plus grands pays du monde. Donc c'est un poids très important.
en termes d'intercommunalité, les fusions intercommunales et compte tenu des compétences en termes d'aménagement et développement économique des intercommunalités font que les présidents de PCI sont vraiment les acteurs et les façonneurs du territoire, donc c'est un poids très important. Et puis, alors même si c'est le cas un peu spécifique de Paris, mais aujourd'hui on parle de ville-monde et effectivement, Paris préside aujourd'hui le C40 au niveau mondial, donc les 86 villes les plus puissantes dans le monde. Donc, effectivement, les élus sont puissants. Mais, en contrepartie, ils sont placés dans une position de risque juridique très fort. D'abord, un risque juridique personnel depuis la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique, donc qui a remplacé effectivement des instances antérieures, mais qui a marqué une date forte avec maintenant les déclarations d'intérêt, les déclarations de patrimoine, et qui montre une sorte d'épée de Damoclès sur la tête des élus qui les met en position parfois difficile, d'incertitude, d'absence de connaissances. En plus, c'est nouveau, donc ils sont un peu font les preuves, les difficultés de cette nouveauté. Deuxième élément, c'est que les contraintes juridiques sont de plus en plus lourdes, de plus en plus complexes. On critique effectivement l'alourdissement des normes, mais c'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est un fait. Et aujourd'hui, on exige des collectivités, des élus, qu'ils mettent en œuvre les principes de précaution, sinon on leur reprochera leur action, qu'ils connaissent toutes les nouvelles normes, qu'ils maîtrisent les enjeux financiers, de ressources humaines des collectivités pour pouvoir répondre à toutes les questions qu'on leur pose. Donc, on leur reproche parfois d'être trop professionnels, parfois d'être incompétents, mais c'est là le paradoxe aussi vis-à-vis des élus, alors que les règles sont de plus en plus lourdes. Et puis, je reviens sur cette attitude des citoyens pas forcément simples, c'est qu'ils sont confrontés à des citoyens qui s'impliquent de plus en plus. Qui s'impliquent soit directement parce que la concertation devient un enjeu fort, soit via les outils informatiques avec ce qu'on appelle la civic tech, donc cette technologie citoyenne avec des plateformes, des réseaux sociaux qui prennent des positions, qui peuvent forcer la mise à l'agenda de dossiers politiques que les élus ne voulaient pas forcément mettre en avant. Donc, ils sont challengés par leur population. Et donc, effectivement, ça les met aussi en risque, donc plus puissants, mais plus en risque, oui, je confirme. J'évoquais dans mon introduction le terme d'élu gestionnaire qu'on entend régulièrement. C'est juste un propos que vous nuancez. Je nuance, oui, parce que il y a aussi beaucoup d'élus qui se revendiquent comme élus stratèges et qui veulent garder cette position de stratège. Et ce n'est pas parce qu'on n'a qu'un seul mandat qu'on devient gestionnaire. Au contraire, on peut, grâce à ce seul mandat, être encore plus stratège pour sa collectivité, plus à l'écoute de sa population et ne plus être dans un rapport au territoire comme juste effectivement un fief dans un parcours politique où on va être d'abord maire de sa commune, puis président de l'agglo, antérieurement cumulé exécutif et député. Alors maintenant peut-être devenir simplement député, sénateur, etc. Il n'y a plus ce parcours de carrière politique. Mais on peut garder une vision stratégique pour sa collectivité. Et puis, on n'a pas la même attente et des élus et de la population selon le type de collectivité. Maintenant, une commune est plus intégrée à une interco, sera plus facilement dirigée par un maire gestionnaire et l'interco par un président peut-être plus stratège. Les échelles sont différentes, donc le type d'élu doit forcément être différent. Pourtant, on s'attendrait à ce qu'un président d'interco soit plus gestionnaire dans des compétences plus techno par rapport à un élu de proximité. Alors, ça pourrait arriver, même si les compétences transférées ne sont pas forcément les compétences, je vais dire, les plus glamour, si je peux me permettre cette trivialité, et qu'aujourd'hui, par contre, le développement économique, le développement, l'aménagement du territoire, la politique des transports sont quand même des sujets qui
interpelle les présidents d'agglomération. Et puis, il y a les nouveaux défis de la vie quotidienne qui ne sont pas que de la gestion. Si des intercommunalités développent leur CIAS avec la politique de vieillissement, la question du maintien à domicile, certes, ce sont des politiques très importantes pour les habitants, mais ce ne sont pas forcément des politiques de gestion. Et ce qu'on attend d'un élu, en tout cas ce qu'un DGS comme moi, par exemple, attend d'un élu, c'est des orientations et de participer à la définition d'une politique et non pas forcément de la gérer. Sonia, est-ce que vous vouliez réagir sur ce propos-là particulièrement? Oui, en complément de ce que Mathieu Lériteau évoque, peut-être entre gestionnaires ou stratèges, souvent les élus aussi se positionnent comme les experts de leur territoire. Voilà, il n'y a pas plus sachants, plus connaisseurs de leur territoire qu'eux-mêmes. Et au-delà parfois de se positionner en tant qu'unique gestionnaire ou stratège qui les amène effectivement à propulser ou à projeter une vision du territoire sur 5 à 10 ans, c'est eux qui ont une forme d'intuition vis-à-vis de leur territoire et qui mettent ça en avant vis-à-vis notamment de fonctionnaires qui, eux, ont une approche peut-être plus technocratique, plus gestionnaire ou effectivement en stratégie administrative. Donc ça, il me semble qu'ils le revendiquent en tant que tel, les experts du territoire, les connaisseurs du territoire, ceux qui le sentent, qui le vivent, ce sont les élus de terrain, de par leur expérience passée, de par leur approche effectivement aussi des citoyens et de leurs contacts privilégiés que de toute façon, aucun DGS n'aura finalement jamais. Est-ce que, pour compléter la remarque, est-ce que ce rôle, cette place de sachant, d'expert du territoire, il n'y a pas un risque derrière qui est le risque, j'allais dire, de trop de proximité, enfin de l'immédiateté du service public, c'est-à-dire de répondre à la demande un petit peu trop en temps réel? Alors, je crois effectivement que cette expertise, moi j'ai tendance plutôt à la positiver parce qu'ils sont experts parfois en animation de leur réseau d'élus, alors que ce soit en commune, ils doivent effectivement, grâce à leur équipe politique, parce qu'ils ne sont pas seuls, les exécutifs, on parle là de maire, président, mais ils sont aussi accompagnés par d'autres élus. Donc dans une commune, les conseillers municipaux, les adjoints sont effectivement là pour leur faire remonter des informations venant du territoire, et ça c'est tout à fait vrai, et que le rôle du maire dans ces moments-là est de faire un peu une fusion et effectivement cette expertise de cette transformation d'informations multiples en une stratégie. Et c'est encore plus fort pour les présidents d'agglomération qui sont en contact avec les maires les différents maires de leur périmètre d'intervention et qui doivent là aussi faire cette synthèse. Et là, je reviens effectivement quand même sur du stratège. Quand on veut faire une synthèse, on ne peut pas être totalement dans la gestion, sinon ça ne marche pas. C'est bien et il faut que les élus, effectivement, et le rôle du maire, il est ce catalyseur de remontée qui viennent soit directement des citoyens, maintenant, encore une fois, via la participation et les concertations, via de leur équipe politique ou des autres élus du territoire, ils doivent être à l'écoute et effectivement, c'est eux qui transforment cette information en stratégie. Et donc, c'est pour ça, effectivement, que j'appelle moi, les élus, et je peux fréquenter, je leur dis régulièrement, qu'effectivement, quitte à faire une boutade en leur disant, mais vous gagnerez des élections en allant sur le terrain et non pas en réunion de projet avec vos équipes administratives. C'est pas comme ça qu'on gagne une élection. Alors, les deux, là aussi, c'est pas si tranché que ça, les deux sont utiles. Mais effectivement, cette présence sur le terrain est indispensable. Et puis juste une petite parenthèse que j'ai citée dans ma présentation, c'est attention, on dit effectivement mandat unique, veut dire temps plein. Il y a aussi un retour en arrière sur certains élus qui s'aperçoivent que même s'il y a un fantasme généralisé sur le fait que les mandats soient indemnisés, mais finalement, pour beaucoup de maires de petites collectivités, les indemnités sont peu élevées et donc ils ne peuvent pas arrêter leur activité professionnelle. Ça, ça ne concerne que les quelques grands élus de grandes collectivités qui peuvent à la rigueur arrêter, mais pas la plupart des exécutifs. Doivent reprendre une activité professionnelle. Doivent la garder parce qu'effectivement, ce n'est pas l'indemnité qui les fait vivre. Alors, il y a une question qui est... Là, on a évoqué donc les élus. On va s'intéresser maintenant
à votre métier, si je puis dire, vos fonctions, celle de DGS, et de regarder de face et de profil ce métier aux multiples facettes. Et c'est parfois difficile de faire son autoportrait, alors je m'en excuse d'avance. Et déjà, effectivement, et donc ça peut être encore plus critique contre les DGS, c'est plus facile aussi de s'autocritiquer que de critiquer ses partenaires. Donc, ce qui rend difficile aujourd'hui la relation entre les élus et les DG, c'est aussi parce que les DG deviennent de plus en plus ressemblants. Donc, je disais, effectivement, ils sont mimétiques, souvent parce qu'ils ont des mêmes parcours de formation et qu'ils diffusent via nos réseaux, que ce soit le syndicat des DG ou l'association des administrateurs également, souvent alors, ce qu'on appelle des bonnes pratiques parfois, mais qui sont souvent des choses, je ne dirais pas forcément d'effet de mode, mais quand même de pratiques qu'on peut retrouver partout et qui ne sont plus spécifiques d'un territoire. Et on parlait tout à l'heure de cette logique de rapport au territoire, des expertises du territoire. Comme le DG se repositionne souvent sur des outils managériaux applicables et transposables partout, il faut bien qu'il y ait des experts du territoire. Donc, c'est une première différence, c'est ça, c'est que les DG sont plus là pour avoir des modes de management transversaux et les élus plus proches du terrain. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu plus de changements, d'évolution dans l'ensemble des élus que dans l'ensemble des DGS en termes de typologie, d'origine, de métier Alors, je ne veux pas forcément généraliser, je n'ai pas d'études, même si le syndicat a fait travailler quelques universitaires pour essayer d'affiner cette logique-là. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y a une différence, enfin une évolution différenciée des profils sociologiques. Au contraire, ils ont évolué en parallèle, avec des montées en compétences en parallèle, puisqu'aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que les formations multiples font que les DG deviennent plus généralistes, mais surtout plus formés et peuvent apporter à leurs élus des choses plus précises, des connaissances juridiques, des connaissances financières plus précises. Mais après, on le voit effectivement, Sonia Lesny, comme moi, venant de Sciences Po, voilà, on a des parcours similaires. Et donc, c'est peut-être aussi notre difficulté de DG d'être trop homogène et donc que les élus veuillent un peu plus de diversité. Alors, petit arrêt pour poser une question à nos internautes. Donc, on vous pose cette question, vous répondez par oui ou par non, en vous servant du lieu sur votre écran. Un DGS devrait-il disposer d'une délégation de pouvoir? Vous répondez par oui ou par non, et nous vous livrerons le résultat de cette question dans quelques instants, et éventuellement nous vous soumettront ces résultats. Des DGS trop politiques. Alors ça, c'est un sujet, le mot DGS et le mot politique, ce sont deux voisinages qui ont fait des tonnes d'articles, des centaines de conférences, etc. Mais là, c'est vrai que la question peut se poser un peu autrement, puisque le contexte a changé, ce qu'on évaluait tout à l'heure, et aussi le fait que des élus soient plus présents peut éventuellement changer quelque chose, notamment dans la place du cabinet à l'intérieur de l'organisation de la collectivité. Alors oui, ça c'est le point important qu'on voit depuis 2008 et très fortement depuis 2014, c'est ce que moi j'essaie d'appeler contrat de mandature, c'est l'idée de de confier à un DGS le soin de transformer un programme politique en programme d'administration. Et pour ça, on choisit bien le DGS, soit qui a co-construit ce programme de mandature, soit devra effectivement le mettre en œuvre, le transformer. Et donc c'est bien, on part bien de cette logique-là, qu'à l'issue des élections, le DG doit mettre en œuvre le programme et donc il doit se coller à ce programme. Et le DG qui était présent avant, même si parfois il n'y a pas de changement d'équilibre politique au sein de la collectivité, mais le DG n'avait pas la même chose à porter, le même programme à mettre en œuvre, donc on a tendance à changer ce DG. Après, il y a aussi un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que reconstituer une équipe de direction, ça prend du temps. Sur des mandats courts, ça peut être un vrai risque
pour les collectivités. Et je peux en témoigner là à titre tout à fait personnel, puisque moi j'ai changé d'exécutif en cours de mandat, et où le nouveau maire de Noisy a fait le choix de garder sa direction générale en disant: je ne prends pas le risque, dans un délai court avant l'élection, de changer ma direction générale, parce que ça va forcément arrêter le flux administratif, ça va reprendre des habitudes, et donc, non, je fais confiance à mon équipe et je leur donne de nouvelles tâches, de nouvelles missions, de nouvelles orientations, mais ils sauront, par leurs compétences et par leur neutralité, la mettre en œuvre. Donc ça, c'est des cas particuliers qui peuvent ce sont aussi... des situations un petit peu idéales. Oui, mais ça peut aussi exister. C'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas d'archétype en disant il faut forcément changer le DG ou il faut forcément le garder. Mais attention, je mets juste en alerte quel est le choix le plus rationnel pour un élu. Et à un moment, ça peut être de garder. Mais c'est effectivement difficile parce qu'il faut accepter que le DG ne soit pas celui qui a encore une fois préparé ce programme ou participé à la préparation du programme politique, et donc qui sera là pour le mettre en œuvre. Ce qui peut être aussi un sujet de confusion, effectivement, c'est la relation avec le cabinet. Là, je viens à votre question. Normalement, le cabinet est là pour animer avec l'exécutif le collectif des élus et s'assurer effectivement d'une cohésion majoritaire. Il est parfois peut-être trop fréquent, il existe parfois trop fréquent, le fait que le DG s'investisse trop dans cette logique de gestion majoritaire parce qu'il veut être proche du pouvoir, être proche de la décision. Mais moi, je dis aussi régulièrement, le DG ne doit pas être à toutes les réunions de majorité. Au contraire, qu'il soit présent pour apporter son expertise, parfois oui, mais il faut qu'il y ait des réunions où il n'est pas, parce que sinon, il accrédite le reproche qu'on fait un peu trop souvent et abusivement d'être le vrai centre du pouvoir ou d'être le conseiller occulte du maire, qui peut gêner les élus, gêner le cabinet. Et donc, non, il faut que le cabinet et les élus aient une vie propre, une vie politique propre, qui ne doit pas être effectivement tout le temps sous le contrôle ou l'œil du DG. Il faut bien qu'il faut séparer les choses. Et quand je dis des gestes trop politiques, c'est ça, c'est que nous-mêmes, DG, parfois, pour être présents dans les moments de décision, avons trop investi ce côté politique et après, on ne sait plus s'en sortir. Est-ce qu'on peut dire, pour revenir à la situation qu'on évoquait en introduction, que si un élu est plus présent, de fait, le poids du cabinet peut s'en retrouver réduit. C'est-à-dire qu'on connaît des cas où les élus étant très absents, le cabinet occupe une place qu'il ne devrait pas forcément occuper. Donc, ce qui serait plutôt une chose saine. Aujourd'hui, effectivement, depuis 2014, le rôle du directeur de cabinet a également changé fortement parce qu'effectivement des élus plus présents font que la représentation de l'élu par le directeur de cabinet est moindre. Et donc effectivement ça change son travail. Et donc ce qui fait aussi que parfois le directeur de cabinet a voulu s'investir plus dans de la gestion de services, parfois des services très politiques, je pense à la sécurité par exemple qui est un enjeu très proche du maire et qui peut là aussi perturber la relation avec le DG puisqu'il investit le champ des services. Alors, des DG sans pouvoir. Avant de vous repasser la parole, on a une réponse à la petite enquête que nous avons faite auprès de nos internautes. Sur un DG devrait-il disposer d'une délégation de pouvoir? Alors, vous allez avoir la meilleure ou la pire des réponses, selon. Hein. La meilleure si vous aimez le consensus, ou la pire si on doit prendre une orientation, c'est 50% oui, 50% non. Alors, donc, je vous repasse la parole. Donc, effectivement, nous, à titre personnel et au nom du syndicat des DG, nous revendiquons un vrai statut du directeur général des services avec un vrai pouvoir. Donc, on est plutôt du 50% oui. Donc, je vois que le lobbying syndical n'a pas été encore suffisamment puissant puisqu'il y a encore des collègues et des DG qui disent que non, il n'en faudrait pas. À moins que ce ne soit pas les DG qui aient répondu non. Hein. Donc, aujourd'hui, notre difficulté, c'est cette absence de statut. Et nous revendiquons effectivement un statut du DG, non pas pour avoir plus de pouvoir, mais pour clarifier les pouvoirs. Et nous estimons qu'il y a deux secteurs
où on souhaite plus de pouvoir et un positionnement officiel, ce sont les instances RH, donc comité technique, commission administrative paritaire. Aujourd'hui, le DG n'est pas présent. Or, il est quand même le pilote de l'administration, même si juridiquement, c'est bien le maire qui est l'autorité territoriale. Mais là, il manque pour nous une interface et une présence du DGS. Et deuxième élément, ce sont les commissions d'appel d'offres. Aujourd'hui, on est totalement absent et que nous jugeons que dans cette période où la transparence est importante, le cadre juridique est plus compliqué, le risque pénal pour les élus est plus fort, le rôle du DGS en termes de conseil des élus devrait être important. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est que dans ces commissions d'appel d'offres, il y a, même si c'est que des voix consultatives, mais il y a le représentant de la concurrence, le trésorier municipal, mais pas le DG. Donc là, il y a effectivement une difficulté. Après, en termes de signature, moi, je trouve qu'il est logique qu'on ait une délégation de signature au nom du maire et que les délégations de pouvoir soient, par contre, là, réservées aux adjoints au maire pour bien faire cette différence, puisqu'on avancera mieux quand on est sur deux jambes, donc il y a des fonctions séparées. Donc autant, oui, le DG doit être présent sur des fonctions administratives et de conseil aux élus, mais par contre, il faut qu'il laisse la partie pouvoir à l'autorité exécutive et à ses représentants que sont les adjoints au maire. Sonia, vous voulez réagir sur ce point? Oui, juste en complément, parce qu'on voit bien que la réponse aussi équilibrée démontre une claire ambivalence. Du coup, effectivement, qu'est-ce qu'on entend complètement par délégation de pouvoir? Ça veut bien dire effectivement que le DGS ne peut pas être l'hologramme, pour reprendre le terme à la mode, d'un élu, complètement, et que cet enjeu de clarification des rôles est absolument important, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de missions, d'instances au sein desquelles on pourrait attendre effectivement à ce que le DGS se positionne plus en avant et dans certains secteurs justement qu'il s'efface d'ailleurs davantage. Donc cette clarification elle est absolument nécessaire et je pense que dans la question on voit bien que le positionnement voilà, tout dépend jusqu'où on va et ce que l'on entend dans cette délégation de pouvoir. En synthèse, donc, de vos propos. Oui, je reprendrai ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de modèle. Je parlais des exemples, effectivement, plus vertueux peut-être que d'autres, mais si je prends des exemples étrangers, on s'aperçoit que des collectivités peuvent fonctionner avec soit des administratifs, là du DG, mais entre des administrations plus fortes et des élus plus faibles, comme en Allemagne, et ça fonctionne bien. Aux États-Unis, c'est l'inverse, mais finalement, ça fonctionne également. Alors, est-ce qu'on va dire aussi bien? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, attention, il n'y a pas de modèle unique, ni à l'étranger, ni chez nous. Par contre, je reviendrai juste sur ce que je disais au début, qui pour moi est finalement le plus important, c'est que pour que ça fonctionne, que ce soit pour le DGS ou pour l'élu, on a parlé de cette représentation d'un territoire, c'est d'être représentatif de la population. Si on continue, les uns comme les autres, je ne dis pas ensemble, les uns comme les autres, à être dans une forme de technicité et de fermeture, on va perdre notre relation au territoire. Et même si les DGS doivent être avant tout des techniciens de la gestion administrative, ils ne doivent pas oublier qu'ils mettent en œuvre des politiques publiques au service des habitants. Et que pour ça, il faut qu'ils connaissent ces habitants. Et si possible, qu'ils puissent être effectivement eux-mêmes représentatifs. Donc moi, je revendique au sein des directions générales, mais de l'ensemble des comités de direction, d'être effectivement plus ouverts minorité, c'est aussi un terme un peu facile, mais en tout cas à la diversité des parcours, à la diversité des origines et à cette plus grande connaissance des attentes sociales, y compris les équilibres d'experts, de personnes expérimentées et de plus jeunes. Faisons monter dans notre direction des cadres plus jeunes, ça changera aussi
la logique et l'appréhension de nos collectivités. Et ce que la population attend de ses élus, et doit aussi l'attendre de son administration. Quand vous parlez de diversité, il y a deux entrées possibles. C'est soit au niveau de l'accès et du recrutement, soit au niveau du management lui-même. Oui. C'est-à-dire le fait de faire monter. Et c'est le rôle du DG de, effectivement, faire monter de ses équipes des personnes à fort potentiel et d'origine diverse. Donc, il faut accepter, là aussi pour le DG, de partager, d'écouter et ne plus dire que le DG est forcément la fonction isolée retranchée sur sa colline et qui regarde de haut tout le monde. Non, ça c'est terminé. Bien, merci Mathieu Rito. Sonia Sneap, il y a des points sur lesquels vous êtes totalement en accord, notamment sur la clarification qu'il faut apporter. Vous nous en parlerez mieux tout à l'heure, mais en même temps, il y a une certaine ingérence que vous sentez, vous, on a l'impression plus palpable, si je peux dire, et vous en faites quelques constats et vous proposez quelques réponses. Voilà. Alors, je vais développer une vision effectivement empirique, parce que parler notamment du contexte communal, alors même si Mathieu Rito est dans un contexte communal aussi, vous avez réussi à prendre aussi de la hauteur par rapport à ça. Moi, je vais un peu faire le focus là-dessus. Alors, c'est vrai que lorsque le sujet de la webconférence m'a été proposé, je me dis chouette, je vais pouvoir dire tout ce que j'ai sur le cœur, voilà, de cette ingérence des élus dans les affaires de l'administration, le fait d'être squeezé, etc. Le titre était plus provocateur. Voilà, le premier titre. voilà. Et moi, je trouve, voilà, ça a piqué ma curiosité. Mais on peut rester au premier titre. Et voilà, mais justement, moi, je suis restée un petit peu là-dessus. Et en même temps, le fait de réfléchir à ça m'a permis aussi de prendre du recul, parce que les choses ne sont pas si manichéennes que ça. Et donc, ça nécessite d'avoir aussi un retour réflexif quant à sa pratique. Donc, moi, je vais revenir sur quelques constats très empiriques. Comme le disait Mathieu Rito, il l'a précisé, les élus sont investis d'une légitimité démocratique qu'on ne peut pas leur enlever. Et ça, à aucun moment, l'administration ne doit leur retirer. Ça, c'est absolument important. Le rôle de l'administration, et notamment de la direction générale, c'est de traduire un projet politique qui a été élu, choisi par les citoyens, en une mise en œuvre administrative. Voilà en fait les bases. Après, la réalité de cette mise en œuvre, elle est un peu différente. Effectivement, cette relation privilégiée entre la direction générale notamment et les élus, c'est une relation qui se construit. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu managérial entre les deux, mais c'est une relation qui se construit, qui s'alimente au fur et à mesure du mandat, avec une nécessaire capacité d'adaptation des uns et des autres, et en particulier, je dirais, de la direction générale. Néanmoins, ce que l'on constate dans la réalité, c'est qu'il est vrai que les élus, on les retrouve de plus en plus dans les fonctions de chef de service. Voilà. Ils s'immiscent, et là, il ne s'agit pas de dire si c'est bien ou si c'est mal, mais en tout cas, il y a ce constat effectivement très prégnant. Il peut y avoir aussi, au sein de nos collectivités, une sorte de rivalité entre la direction générale et la base. Voilà, et parfois aussi un discours anti-cadre qui se développe, notamment de la part des élus, qui estiment que la direction générale joue un effet écran entre eux et puis les agents de base qui sont dans plusieurs collectivités, très souvent à 60 ou 70% des électeurs. Des électeurs de la collectivité. Donc, eux, ils ont besoin aussi de ce contact en direct et on peut être taxé d'empêcher en tout cas ce lien. D'où un penchant d'élus de passer au-dessus. Exactement. Au-dessus de l'encadrement, du court-circuité. Exactement. Pour des raisons un peu électorales. Voilà, notamment, en tout cas, pour alimenter et continuer à avoir cette proximité dans le lien. Des agents aussi qui, de leur côté, profitent de ce lien direct pour, dans un autre sens, squeezer la direction générale et puis finalement faire avancer des dossiers. Alors encore une fois, là, il ne s'agit pas d'un jugement. Parfois, effectivement, c'est très moteur. Ça permet de faire passer des choses et de faire avancer des dossiers. Et parfois, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Et des agents qui, eux, à contrario, pour un certain nombre, se plaignent de cette ingérence des élus et peuvent se retrouver dans une forme de conflit de loyauté entre la loyauté à l'élu et la loyauté au cadre ou aux membres de la direction générale.
Et on le voit bien aujourd'hui dans l'analyse de nos risques psychosociaux. Les situations de burn-out sont aussi liées parfois à des lignes qui ne sont pas claires et par cet effet de certains agents de se trouver un peu entre le marteau et l'enclume dans une relation qui peut être compliquée. Un risque aussi sur ces périodes préélectorales, alors on va y arriver petit à petit, d'instrumentalisation aussi des agents par les élus dans un contexte préélectoral qui souvent eh bien, tend les relations et voilà, il peut être compliqué notamment par rapport à ces enjeux-là. Et puis aussi des agents qui nous remontent le fait qu'ils ne comprennent plus toujours où se trouve le pouvoir décisionnel. Voilà. Ce qui revient à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Exactement. La clarification de... Exactement. Est-ce qu'il se trouve au niveau des élus? Est-ce qu'il se trouve au niveau de la direction générale? Et parfois, il y a une confusion ambiante où il y a une dilution en fait, des responsabilités qui rendent les choses, et en tout cas le climat de la collectivité, parfois un peu compliqué. Alors, par rapport aux causes de tout ça, parce que ça c'était les constats, moi je fais 4 hypothèses. Alors on en a un petit peu parlé, effectivement, le fait que les élus doivent se recentrer sur un seul mandat avec la règle du non-cumul. Ça les rend effectivement, il y a une tendance à ce qu'ils soient beaucoup plus présents dans les affaires de l'administration. Même si c'est à nuancer effectivement, dans la mesure, même s'il n'y a qu'un mandat, il y a souvent un cumul de fonctions, que ce soit des représentations au sein de syndicats, mix, etc. Donc, ils peuvent être présents par d'autres biais dans d'autres instances qui les mobilisent. Néanmoins, leur mandat principal, effectivement, peut avoir tendance à les occuper davantage. Je voudrais aussi aborder plus spécifiquement la question du niveau communal, où on constate aussi une dévitalisation du niveau communal. On voit bien que les transferts de compétences actuels passent à des intercommunalités, métropoles, territoires, qui ne sont pas directement des instances démocratiques, mais qui dévitalisent le cœur même des missions, notamment d'élus communaux. De ce fait, ils ont tendance peut-être à se rattraper ou en tout cas à exercer leur pouvoir sur les moindres interstices et notamment au sein même de leur administration. Donc je pense que ça, c'est un élément aussi qui change la donne. Et puis on est dans un contexte administratif de plus en plus complexe et qui pose la question de la confiance, vous l'avez évoqué, la confiance entre le niveau administratif et le niveau politique. Et là aussi, on a une remise en cause à faire, nous, au niveau de l'administration et au niveau de la direction générale, d'une forme peut-être de surexpertise technique, voire peut-être parfois aussi d'arrogance vis-à-vis de l'élu, en disant là-dessus, nous, on gère, on comprend les rouages juridicaux, administratifs, voilà, et les rouages financiers. Et les élus, comme je l'évoquais tout à l'heure, eux, en experts de leur ville, bah, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que la technostructure, la technocratie, en tout cas, ne suffit pas effectivement à gérer un territoire. Donc, il est nécessaire en fait que les uns et les autres avancent dans une relation de confiance pour que les élus puissent s'appuyer sur leur administration pour en tout cas décortiquer et identifier les risques et justement d'être dans ce rôle d'accompagnement à la décision et de conseil, mais que les élus aussi fassent confiance à leur direction générale sans passer par d'autres biais, parce qu'il peut y avoir effectivement des situations au cours desquelles les élus ramènent que voilà, dans telle autre collectivité ou un autre élu dans une autre collectivité a procédé de telle autre manière qui ne pourrait pas s'appliquer dans la collectivité ou dans le contexte dans lequel on est. Donc cet enjeu de confiance, il est absolument fort parce qu'il y a une nécessaire complémentarité entre les deux niveaux. Il y a une question qui nous est posée sur justement quand vous dites les élus, parce qu'on a évoqué les maires, présidents, mais il y a aussi les vice-présidents, les maires adjoints, etc., qui ont des délégations et qui ont un rapport direct avec certains cadres aussi. Est-ce que la situation est la même? Est-ce qu'elle est aussi facile à régler? Est-ce qu'elle est aussi complexe? Est-ce qu'elle ouvre à d'autres questionnements entre je dis n'importe quoi, un directeur des finances et son élu aux finances, puisque vous l'avez été, ou dans d'autres domaines, quoi. Alors, ce que l'on constate... C'est une question que je pose à tous les deux, d'ailleurs, bien sûr. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a une nécessaire proximité entre l'élu de secteur et les directeurs, directrices de secteur, qui effectivement permet notamment de faire avancer des dossiers, d'avancer une stratégie.
Et là est parfois un risque, c'est-à-dire que les uns et les autres, ayant suffisamment avancé sur un dossier, ne soient pas, comment dire, soutenus ou ont une difficulté derrière de validation au plus haut niveau politique, que ce soit le maire ou un président, dans la mesure où les choses ont été faites dans un autre cadre. Donc là, on peut se retrouver aussi dans des situations de rivalité, ce qui renvoie à la question que l'on évoquait tout à l'heure sur le pouvoir de délégation. Qu'est-ce que le président ou le maire a délégué comme pouvoir à ses adjoints et jusqu'où ils peuvent aller? Donc ça renvoie à d'autres questions sur plutôt la question du management politique. Comment est-ce que le président ou le maire a mis en place un management politique et quelle marge de manœuvre il laisse à ses adjoints dans la gestion des dossiers? Vous voulez réagir sur ce Juste, non, j'ai rien à ajouter, juste effectivement, depuis le conflit de loyauté dont Sonia Asni parlait à l'instant, puisqu'effectivement, le directeur confronté à un adjoint au maire se dit, mais finalement, le DG veut autre chose, peut-être que le maire veut autre chose, alors que c'est plus simple pour le DG qui n'a que le maire comme point de référence. Donc, ça simplifie les choses. Et par contre, je redis aussi plus différemment, ça a l'avantage de parfois faire remonter à l'agenda des choses qui étaient pas forcément visible dès le début, et ça peut être bénéfique aussi parfois que les adjoints poussent une proposition faite par un directeur ou un service de manière générale, qui n'était pas forcément prioritaire pour la direction générale ou pour le maire, mais qui peut être une vraie réponse de terrain. Donc il ne faut pas non plus le bloquer. Je vous propose, parce que le temps passe malheureusement très rapidement, ou heureusement, qu'on évoque ce que vous mettez derrière le partage des valeurs communes, peut-être, et puis qu'on dise quelques mots du projet d'administration de la ville de Saint-Ouen. Alors, pour partager et donner un témoignage de ce que l'on a tenté à Saint-Ouen, c'est qu'on a, dans le cadre du projet d'administration, on a essayé de poser les bases d'une réflexion commune, parce qu'on avait des retours divergents et des élus et de l'administration. L'administration nous disant le projet politique n'est pas clair, on ne comprend pas, et les élus nous disant on a une administration qui n'est pas aux ordres et qui n'est pas réactive. Voilà. Donc ce projet d'administration a eu pour ambition en tout cas de répondre à ces deux questions-là. Donc il y a le petit schéma que vous voyez, mais en fait sur un même socle, en tout cas un même chapeau, le projet politique transformé en projet d'administration et ensuite avec ces quatre piliers. Je vous coupe quelques instants, Sonia, juste pour poser à nos internautes la question qu'on a oublié de leur poser sur vos élus sont-ils plus présents qu'au cours du mandat précédent? Donc pareil, vous nous répondez par oui ou par non, et en fonction des réponses que nous aurons, nous proposerons quelques analyses ou quelques réponses de nos intervenants. Mais nous revenons sur le projet d'administration de la ville de Saint-Ouen. Alors, du coup, ça a été l'occasion, effectivement, que les élus précisent leur projet politique. Et les phases, parfois, ça a été un peu de la maïeutique en lien avec eux. Et que, du coup, on évoque ensemble sur les moyens, en fait, de le mettre en place, ce qu'il était possible de faire, ce qu'il n'était pas possible de faire, et de l'inscrire, en tout cas, dans le marbre d'une administration. Donc, on a revu toute l'organisation au sein de la ville. Et puis, alors, il y a ce petit schéma-là qui vous permet de voir comment on a réfléchi à tout ça. Et puis, on a posé les questions, les enjeux de gouvernance. C'est le petit circuit de la décision qu'on voit sur la slide qui suit, où on s'est posé justement pour dire, comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce que est prise la décision au sein de la ville? Voilà, c'est la slide suivante, où en lien avec les élus, on a identifié l'ensemble des instances d'où part la décision et on a partagé ça avec l'ensemble de l'administration et l'ensemble des élus pour qu'on ait en tout cas un processus commun et qui soit clair et partagé par tout le monde. Voilà, donc je ne saurais pas vous dire aujourd'hui si 80% de nos décisions sont prises exactement selon ce processus, mais en tout cas, on sait qu'on l'a. Le fait de l'avoir posé, ça nous a amené à réfléchir, à identifier des instances effectivement qui ne sont pas nécessaires ou qui réduisent la rapidité de la prise de décision. Mais en tout cas, aujourd'hui, on essaie de s'y tenir. Et puis, on a pensé à un outil, alors qui n'est pas particulièrement révolutionnaire, mais c'était celui d'une charte de gouvernance entre les élus et l'administration,
qui nous a permis effectivement de poser le sujet et d'identifier en fait le rôle des uns et des autres. Ça revient à la clarification du qui fait quoi, et c'est le contenu de cette charte. Alors, je vais être tout à fait honnête, cette charte n'a jamais été signée. Voilà. Mais néanmoins, le travail préalable qu'il y a eu sur cette charte, qui a été fait vraiment de concert entre les élus, la direction générale et des agents de la ville de tout niveau, a permis de poser les choses et de réfléchir au fonctionnement des uns et des autres. L'administration de se poser effectivement un certain nombre de questions sur son rapport aux politiques, mais aussi les élus de se poser des questions sur leur positionnement vis-à-vis de l'administration, mais aussi en interne. Voilà, donc je pense que ça a été difficile effectivement à signer, à mettre en place, parce que ça a renvoyé effectivement vers des questions de management politique. Néanmoins, ce qu'il en ressort de tout ça, et on le voit sur la slide d'après, c'est que ça a permis de redéfinir et de clarifier le rôle de chacun, d'identifier le périmètre d'intervention des uns et des autres, de mettre en évidence qu'il y avait un enjeu d'information et de circulation de l'information, parce que les élus souvent taxaient l'administration et en tout cas la direction générale de ne pas les mettre au courant d'un certain nombre de choses. Donc ça nous a permis d'identifier qu'est-ce qui est important à faire remonter et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'information anecdotique, parce qu'on était un peu dans une situation floue par rapport à ça. Et en fait, les priorités des uns ne sont pas celles des autres. Pour nous, des choses qui paraissaient complètement anecdotiques, en fait, étaient assez importantes pour les élus. Donc, ça a été l'occasion de se dire qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis, on a beaucoup parlé de valeurs partagées. Et on le voit bien, alors c'est la dernière slide, où les élus, comme l'administration, ont eu à cœur de poser ces questions de valeurs. Et notamment, on revoit cette thématique de la confiance qui est ressortie en priorité. Et que sans cette confiance-là, notamment dans des contextes de bascule politique, et la ville de Saint-Ouen a connu en 2014 de très grandes bascules politiques, cette question de la confiance revient régulièrement, avec la nécessité des uns et des autres de se redire que l'on croit en l'administration, que l'on croit aux élus qui portent le projet. Et ça renvoie, il était question tout à l'heure du spoil system, ça renvoie à la question du spoil system, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il est mis en place quasiment globalement sur la direction générale, même si des élus peuvent faire d'autres choix, mais ça ne reste pas très majoritaire. Mais parfois, le spoil system, alors est-ce qu'il devrait, mais en tout cas, il s'applique de fait parfois au niveau du dessous, au niveau de direction. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a eu un besoin, en tout cas au sein de la ville de Saint-Ouen, de poser les choses. Et même si on n'a pas répondu à l'ensemble des questions, au moins, elles ont été mises sur la table et elles ont permis, en tout cas, de faire avancer la relation élu-administration sur les années qui ont passé, et de repositionner les uns et les autres. Donc, la faute n'est pas qu'aux uns ou n'est pas qu'aux autres. Ça veut dire qu'on doit construire cette relation et l'alimenter et la faire évoluer au fur et à mesure du mandat. C'est certain que dans ce cas-là, les positions extrêmes sont sans grand intérêt. On évoquait tout à l'heure, juste avant le début de cette webconférence, le cas d'un certain nombre d'élus qui envisagent même une solution plus définitive, si je puis dire, qui est de ne plus avoir de DGS et de diriger leur collectivité. C'est en général plutôt des communes, et plutôt des communes autour de jusqu'à 10 000 habitants, à peu près. C'est-à-dire sur un poste qui ressemble étrangement à un poste de président directeur général. Alors, je ne sais pas comment vous voyez ça, à la fois, je dirais, en termes de risque dans l'organisation et éventuellement même comme risque en termes de service public lui-même. Mathieu Hériteau, ou vous-même? Alors, effectivement, je crois que je me permets de le dire, ces élus-là, venez me voir, je leur déconseille cette décision de ne plus avoir de directeur général pour plusieurs raisons. D'abord, pour ne pas s'isoler, parce que parfois, effectivement, l'échange avec un directeur général permet d'améliorer la décision, donc ne pas décider seul. C'est important. Deuxièmement, parce qu'il risque de perdre une technicité, des connaissances. On le disait tout à l'heure, l'un comme l'autre, que les cadres juridiques sont plus complexes, etc. Et donc, il y a un apport, même s'il ne faut pas que la technostructure s'oppose à la politique, mais en tout cas, il y a quand même des connaissances administratives, des connaissances techniques à mettre en œuvre. Donc, cette fonction-là, elle est utile.
Et le rôle du DG, c'est aussi de trouver une cohérence, de trouver un équilibre, de parfois négocier avec ses équipes pour aboutir à la meilleure solution, la solution la plus économique, une répartition des prises de décision en termes de temporalité. Or, le maire ne pourra pas avoir le temps suffisant pour faire ce travail-là. Donc, moi, je considère qu'il y a un risque pour un élu de prendre cette décision parce qu'il sera confronté directement à ses services sans savoir forcément bien les coordonner. Donc, une risque de perte de temps et en fait de perte de lien avec son territoire parce qu'il sera trop dans ses services. Moi, je suis plutôt en phase avec ça. Moi, je déconseillerais effectivement un maire dans la mesure où, d'une part, il s'expose et qu'il prend des risques. Le DG et la direction générale ont aussi ce rôle d'aide à la décision, mais aussi de protection du maire. Enfin, en cas de problème, on est aussi sur des emplois fonctionnels, donc on peut d'une certaine manière être aussi le fusible d'une situation, mais néanmoins, en tout cas, ça l'expose de trop. Que cette étanchéité entre le politique et l'administratif est absolument importante, et parce qu'au bout du compte, les élus, quel que soit leur parcours antérieur, en tout cas, ne sont pas toujours des managers, et souvent ne sont pas des managers. Et donc, il y a un enjeu aujourd'hui de management au sein des collectivités, notamment pour accompagner le changement, pour faire évoluer des situations. On est dans des environnements institutionnels de plus en plus instables. Donc, il y a des enjeux politiques liés à ça, mais il y a des enjeux aussi purement administratifs qui doivent être pilotés par, à mon sens, un cadre, un manager. Est-ce que il y a une question annexe qui nous a été posée. Ça ne pose pas également la différence entre le temps de l'administration et le temps de l'élu, le temps du mandat qui est posé là-dedans. C'est-à-dire que si l'élu est lui-même le patron de son administration directe dans l'opérationnel, si je puis dire, il puisse y avoir un risque qui est celui que vous évoquiez d'ailleurs dans vos propos au début. Bien sûr, parce que, et d'ailleurs c'est un point souvent d'incompréhension et de désaccord entre les élus et l'administration, c'est qu'on n'avance pas au même rythme, mais charge effectivement à l'administration de rappeler les différents temps administratifs, les risques que l'on prend si l'on ne va pas assez vite, de les faire partager aux élus, et puis en même temps de montrer qu'on sait aussi être réactif. Donc il y a sur deux plans sur lesquels il faut avancer. Sur les points sur lesquels on peut être réactif, pouvoir donner des gages effectivement de réactivité pour que les élus aient aussi le sentiment d'avoir une administration aux ordres qui répondent à la mise en œuvre de leur projet de mandat, mais aussi que les élus comprennent quelles sont les contraintes de l'administration et les risques inhérents au fait de parfois aller trop vite. Mais effectivement, ces temporalités différentes sont extrêmement frustrantes, notamment du point de vue des élus. On va prendre encore deux questions. Il y en a une qui concerne la fameuse formation des élus. C'est vrai que les budgets de formation d'élus sont en général des budgets peu utilisés. Pourquoi, selon vous? D'abord, est-ce qu'il y a une véritable question de formation? Vous l'évoquiez un peu tout à l'heure, mais en même temps, c'est une connaissance encyclopédique qu'il faudrait avoir. Est-ce que la formation peut être une solution ou un autre type de formation? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, globalement, ça ne fonctionne pas, ou parce que les élus ne prennent pas le temps ou n'ont pas le temps de se former? Alors, ne prennent pas le temps, ça c'est une certitude. Ce qui est souvent aussi le cas des agents et des directeurs et dans les directions générales. On croit qu'on est omniscient et donc, mais on ne l'est pas. Mais par contre, il faut savoir quelle formation on donne aux élus. Il ne faut pas donner des formations les mêmes qu'aux agents. Une formation pour les élus et celle que pour moi il faut développer, c'est effectivement la prise de parole en public, la construction d'un projet politique. On va arriver aux élections, il faut qu'ils se préparent à faire leur projet politique, des formations pour des élus. Et c'est pas une formation aux ressources humaines, c'est pas des formations de ce type-là. Alors, ce qui est un peu le cas d'ailleurs dans les formations proposées. Oui, actuellement. Oui. Non, mais effectivement, il faut recentrer sur des formations effectivement, qui sont utiles, les formations de la concertation, comment associer les habitants au choix collectif. Voilà des thèmes de formation qu'il faut développer pour les élus. C'est intéressant parce que nous, on a été confrontés à ça, c'est-à-dire des demandes de formation, voire de formation par nous-mêmes vis-à-vis des élus sur des questions RH, sur les marchés publics, de la part des élus. Donc effectivement, le message que l'on essaie de passer, c'est qu'ils n'ont pas
besoin de devenir les mêmes experts que l'administration sur ces questions-là, mais eux ont besoin, sans aller au niveau de l'expertise, mais d'en comprendre les grands enjeux pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe et ne pas se sentir voilà, en dépendance totale vis-à-vis d'enjeux sur lesquels ils n'ont pas la main. Voilà. Et il y a aussi une différence entre formation et information. En début de mandat, des élus, surtout quand ils arrivent de l'opposition, ont une vision forcément tronquée, ce qui est normal et ce n'est pas un reproche des choses. Et il y a toute cette première partie où il faut qu'ils apprennent ce qu'il y a dans le budget, quelles ont été les décisions antérieures prises. Enfin, donc, ils ne sont pas de la formation finance, mais qui est juste comment, quels sont les enjeux budgétaires, etc., pour pouvoir ensuite prendre des décisions pour la gestion de leur collectivité. Il y avait une autre question, mais vous y avez répondu d'une certaine manière, ce sera la dernière. Croyez-vous à des formations communes élus DGS ou des DGA ou des coachings d'ailleurs, peut-être, enfin en tout cas au niveau des formations? Encore une fois, pour moi, en formation, non. En moment de partage d'une information, oui. Voilà, je ferai cette nuance-là. Oui, bon, pareil, pour le coup, je rejoins effectivement, je pense que ça joue effectivement de la clarification du rôle des uns et des autres. Mais par contre, des temps de travail communs, notamment on a testé un peu ça sur des modalités en termes de créativité. Voilà, des Word Café, des temps de travail partagés entre les élus, l'administration, la direction générale, ça marche bien. Voilà. Et au final, ça permet aussi, au bout du compte, de s'assurer du mandat qu'a un groupe, par exemple, sur un certain dossier, jusqu'où il peut aller. Et la présence des élus fait qu'on a le périmètre d'intervention jusqu'au bout et le périmètre de la décision. Voilà. Et ça, on a testé ça et ça marche bien. Bien, nous allons arriver à la fin du temps dont nous disposions. Avant de conclure, je voulais vous signaler une journée qui sera organisée donc, le 14 septembre à Paris sur le même thème, avec le titre que Sonia a apprécié, Élus DGS, je t'aime moi non plus, qui sera organisée en partenariat avec l'IDIL et avec le réseau Étoile qui a été lancé par le réseau des carrières publiques lancé par VK, avec une journée complète, des élus, des directeurs de cabinet, des DGS qui débattront de ce sujet-là via le biais du non-cumul des mandats, comme on l'a traité, sur les élus dans la gestion, la place du cabinet, etc. Donc, je vous recommande cette journée. Il y a un lien que vous trouverez sur le site de VK pour vous y inscrire. Nous allons devoir nous mettre terme à cette séance de questions. Pour ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, VK continue à vous accompagner par le biais de son service expert. Et vous pourrez poser différentes questions. Et je vous rappelle que vous retrouverez cette webconférence en ligne sur le site VK très rapidement d'ici quelques jours. Et on va surtout vous remercier tous les deux pour votre disponibilité, votre clarté et la générosité de vos propos. Merci beaucoup. Merci.